Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur le 92 de Lyon Première pour une nouvelle émission des Premières de Lyon Première. Nous sommes au Novotel Confluence et ce soir c'est une émission un peu spéciale puisque nous allons nous consacrer à un sujet qui passionne, intrigue ou encore terrifie les parents, les enfants intellectuellement précoces et maintenant dits haut potentiel. Au cours de cette heure, nous allons donc aborder différents points. À quoi ressemble le cerveau de ces enfants? Qu'est-ce qu'un enfant intellectuellement précoce, un TDA? Quelles sont leurs difficultés, leurs doutes, les espoirs des parents? Et surtout, quelles solutions peuvent leur apporter les spécialistes du sujet? Pour débattre de tout cela, nous recevons donc Dominique Sapé-Marinier, qui est biophysicien, chef du département IRM au CERMEP de Lyon et qui a observé le cerveau de ses enfants à la loupe. Mireille Roger, qui est directrice de l'école des enfants intellectuellement précoces, l'EDEP, dans le 7e arrondissement. Olivier Revol, celui que tous les parents concernés rêvent de rencontrer. Olivier Revol, qui est donc pédopsychiatre, chef du service de neuropsychiatrie de l'enfant à l'hôpital neurologique du CHU de Lyon. Et enfin, Cyril Dalmont, un papa qui a réalisé un véritable parcours du combattant pour faire reconnaître et accepter les difficultés de son fils, notamment auprès du système scolaire. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Olivier Revol, bonsoir. Vous êtes donc pédopsychiatre, chef du service de neuropsychiatrie de l'enfant à l'hôpital neurologique du CHU de Lyon. Alors commençons par la base. C'est qui l'enfant intellectuellement précoce, le haut potentiel? Bonsoir d'abord Anne-Sophie et merci de m'avoir invité. Alors ce sont des enfants, pas tout à fait comme les autres, mais comme les autres ce sont des enfants. Et ce sont des enfants qui ont un rapport aux apprentissages, mais aussi un rapport aux autres, un rapport à la vie qui est différent. Pas mieux ni moins bien, mais qui est différent des enfants standards. C'est-à-dire qu'ils comprennent plus vite, mais de fait de comprendre plus vite et très tôt, d'ailleurs on y reviendra si vous voulez, mais dès la naissance, les mamans se remarquent que ces enfants les regardent, les fixent dans les yeux, ont une espèce de compréhension des émotions plus rapide et qui ensuite développent un rapport aux apprentissages, mais aussi dans les relations sociales, qui est un peu plus compliqué qu'un enfant standard. Donnez quelques exemples pour les détecter. Plus précisément, on parle beaucoup d'hyperactivité. Justement, l'hyperactivité, c'est un symptôme? Non, l'hyperactivité est un symptôme dans certains cas, mais surtout ce qui est important, c'est que c'est des enfants qui, tout petits, d'abord ils ont des acquisitions qui sont plus rapides que les acquisitions standards. C'est-à-dire que c'est des enfants qui apprennent à parler rapidement. Parfois ils parlent pas plus vite que les autres, pas plus rapidement que les autres, mais quand ils parlent, ils ont déjà la syntaxe. Oui, parce que ils parlent déjà comme des grands à 2 ans. Le grand débat, c'était de dire qu'Einstein, lui, il a bien parlé très tard. Alors Einstein, c'est intéressant, il a parlé très tard parce qu'il avait certainement l'association d'un haut potentiel, mais aussi d'un trouble du langage. Ce qui est compliqué et qui rentre tout à fait dans notre étude de ces enfants qui ont des hauts potentiels, mais pas très bons de partout. En tout cas, pour répondre à votre question, ils parlent plus vite et donc ils argumentent plus tôt. C'est des enfants qui ont des petits trucs à eux que les parents ont du mal à habiller parce que pour moi, un autre élément fondamental de l'enfant à haut potentiel, c'est la rage de tout contrôler, de tout maîtriser. Ils veulent choisir leurs habits à 2 ans, 3 ans, ils argumentent, ils aiment pas les étiquettes, ils aiment pas les coutures sur les chaussettes. Bref, ils savent exactement ce qu'ils veulent et ils mettent les parents en difficulté, ne serait-ce que pour aller les faire coucher par exemple, parce qu'ils partagent tous cette difficulté à aller au lit. Dominique Sapé-Marinier, donc vous êtes biophysicien, chef du département IRM au CERMEP de Lyon. Vous vous êtes donc intéressé avec Olivier Revol au cerveau des enfants dits à haut potentiel. Alors qu'est-ce que vous avez découvert? Oui, bonjour à tous. Justement, ensuite aux longues années d'études et d'études auprès des enfants à haut potentiel avec Olivier Revol, nous sommes rendus compte qu'il y avait très peu d'études et de recherches menées dans ce domaine et nous avons donc décidé avec Fanny Nussbaum, donc psychologue et directrice du centre Psyrène, d'aller plus loin et d'essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau des enfants au potentiel. Alors pour ça, nous avons utilisé la meilleure technique, une des meilleures techniques d'imagerie, qui est l'IRM, et qui nous permet d'avoir un grand nombre d'informations à la fois sur l'anatomie, mais surtout sur le fonctionnement et sur les connexions du cerveau. Mireille Roger, bonsoir. Vous êtes directrice de l'école des enfants intellectuellement précoces, donc l'EDEP, dans le 7e arrondissement. Qu'est-ce qu'elle a vraiment de particulier, cette école, par rapport à d'autres? Bonsoir. Cette école a de particulier qu'elle est la seule sur Lyon à n'accueillir que des enfants précoces, ce qui nous donne l'opportunité de travailler individuellement avec chaque enfant. Vous les accueillez de quel âge à quel âge? Nous les accueillons actuellement du CP jusqu'à la seconde et nous ouvrons l'accès à la première à la rentrée de septembre. Cyril, bonsoir. Alors vous êtes donc le papa d'un enfant intellectuellement précoce au potentiel qui a été détecté donc avec un TDA. C'est quoi un TDA? Un TDA, c'est un trouble de l'attention avec hyperactivité.
avec différentes gradations. On peut être TDA sans être hyperactif. C'est très compliqué pour les parents. D'abord, il faut apprendre à comprendre ce que c'est, puisque c'est quelque chose qui est pas très bien compris en France et pas très diffusé. Donc les travaux d'Olivier Revol, moi, m'ont beaucoup aidé, puisque il n'y a pas grand chose d'écrit sur le sujet. Ensuite, il faut comprendre comment ça fonctionne, comprendre que l'enfant ne le fait pas exprès. Souvent on est un peu désemparé, démuni par rapport à la situation, comprendre qu'on est peut-être atteint soi-même, des choses que on revit en fait au travers de son enfant, sur son propre rapport à l'école. Et une fois qu'on a pu voir tout ça, après il faut trouver des médecins qui sont formés, qui comprennent effectivement ce trouble, et qui veuillent bien s'investir auprès de vous. Mais on peut le dire clairement, vous avez vécu l'enfer pour faire reconnaître votre fils comme étant porteur d'un TDA. Moi j'ai vécu un enfer, oui, parce que ça a été très très compliqué, le rapport avec l'éducation nationale, parce que la première chose qu'on vous dit c'est vous savez pas élever votre enfant, vous êtes un parent déficient. Après, comme vous voulez pas céder, on va vous menacer plus ou moins, en vous expliquant que votre enfant va plus l'accueillir. Puis après on vous appelle tous les jours, vous posez votre enfant à 8h30 du matin, à 8h40 on vous appelle pour venir le chercher. Et voilà, il faut trouver des solutions à vos frais bien sûr. On va revenir sur tout ça juste après la pause. Lyon Première, Lyon Première, Lyon Première. De retour au Novotel Confluence en compagnie de Dominique Sapé-Marinier, qui est biophysicien, chef du département IRM au CERMEP de Lyon, Mireille Roger, directrice de l'école des enfants intellectuellement précoces, l'EDEP dans le 7e arrondissement, Olivier Revol, qui est pédopsychiatre, chef du service de neuropsychiatrie de l'enfant à l'hôpital neurologique du CHU de Lyon, et Cyril, qui est venu témoigner sur son parcours en tant que papa d'un enfant au potentiel. Olivier Revol, j'ai 2 questions. D'abord, est-ce que c'est pas un peu la mode, les enfants au potentiel, précoces, hyperactifs? Et est-ce que finalement, dans tout ça, il n'y a pas des enfants qui sont réellement mal élevés? Non, c'est pas une mode, il y en a toujours eu autant. Il y a toujours eu 4% dans la population générale d'enfants qui ont un déficit d'attention et 3% d'enfants qui ont un haut potentiel. Parfois c'est les deux, ça peut être couplé. Mais on les repère plus, heureusement. Il y avait jusqu'à maintenant une méconnaissance de la part des enseignants et même des médecins, et Cyril en est tout à fait le porte-parole, des médecins qui ne connaissaient pas ce double profil, parce que c'est pas une maladie, mais c'est un profil cognitif, c'est-à-dire intellectuel. Et maintenant on connaît mieux, on les repère mieux, et puis on va pas se mentir, il y a quand même quelque chose dans la société qui fait que ça fait flamber les choses. C'est-à-dire que quand la société était plus structurée, structurante, les enfants qui avaient un risque d'être agités l'étaient moins que maintenant, où ils ont des tas de stimulations de partout, ils ont des écrans, ils ont des jeux, et peut-être l'éducation nationale qui n'a pas pris le même tournant, en tout cas la même vitesse que la société. Il y a un décalage entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe en dehors de l'école, où l'enfant a accès à beaucoup plus de choses. Donc c'est des enfants qui ont du mal à accepter l'idée d'être assis pendant 6-7 heures. Il y a un petit gars qui me disait 15 jours après la rentrée, à 6 ans, peut-être votre fils, je sais pas, il aurait pu dire ça, un petit TDAH avec haut potentiel, qui me disait « Docteur, rester assis une journée complète, ça va pas être possible. » En maternelle, on peut bouger, mais quand on arrive en CP, on nous demande de rester assis. Et là, ça devient très compliqué, surtout pour des enfants modernes qui ont l'habitude de faire plein de choses différentes et plein de choses très fun à la maison, avec leurs tablettes, avec leurs jeux, avec les écrans. Comment vous faites la différence quand un enfant entre dans votre service? D'abord, la turbulence, c'est normal chez l'enfant petit, et chez l'enfant jusqu'à 6 ans, c'est normal. Et d'ailleurs, en maternelle, on a le droit de bouger. La différence, elle est simple. Et elle marche pour toutes les difficultés de l'enfant. Qu'un enfant soit déprimé ou ait des troubles anxieux ou une hyperactivité ou un haut potentiel. On parle de troubles quand il y a un retentissement dans un des 3 domaines fondateurs de son équilibre, la vie sociale, familiale ou scolaire. C'est-à-dire que si l'enfant bouge, il est dynamique, il est créatif, il est intéressant et il a besoin de faire des choses, mais qu'il passe à table et il met pas le feu à la maison, il passe à table à l'heure. Qu'à l'école, il est supporté par sa maîtresse et par ses camarades, à tous les sens du terme, supporté dans le bon sens, et qu'il a une vie sociale, qu'il est invité au goûter d'anniversaire, on n'est pas dans le trouble. À partir du moment où l'enfant qui a un profil particulier est gêné à la maison, à l'école ou dans sa vie sociale, là, on a besoin de consulter. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces enfants? C'est des enfants qui réfléchissent plus vite, qui font des liens
très rapides, qui ont une pensée extrêmement créative, qui ont besoin d'être stimulés en permanence, qui n'ont pas forcément la même façon d'apprendre que les autres, qui n'aiment pas faire des choses répétitives, qui ont besoin de nouveautés, qui sont extrêmement sensibles à l'intérêt qu'on leur porte, ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire qu'ils ressentent si la maîtresse d'emblée les comprend bien, qui détestent l'injustice, qui sont hypersensibles. Vous prenez tout ça dans un checker, vous secouez et vous avez un enfant qui n'est pas forcément adapté au système scolaire, au système social habituel. C'est des enfants qui ont un énorme potentiel, mais qui est peut-être en décalage, qui les met en décalage avec ce qu'on leur demande au quotidien à l'école et puis peut-être aussi dans la vie sociale. Mais tous les enfants au potentiel présentent ces difficultés ? Non. Alors c'est tout à fait le sens de l'étude et c'est ce qui nous a amené depuis 5 ou 6 ans à nous interroger avec nos amis chercheurs, avec Dominique Sapé-Marinier, sur pourquoi il y en a qui s'en sortent bien, et d'ailleurs ceux-là, on les voit pas. Il y en a plein qui font une scolarité extrêmement normale, qui sont brillants, qui vont réussir des études extrêmement brillantes. Et on avait l'intuition que ceux-là avaient peut-être des compétences intellectuelles les plus homogènes possibles, c'est-à-dire qu'ils étaient bons de partout. Et puis pourquoi il y en a un certain nombre, on dit ce chiffre terrible quand même, 30% qui n'arriveront pas au lycée, des enfants à haut potentiel, des enfants suréquipés, qui devraient au contraire réussir de partout et qui vont être exclus du système scolaire avant d'arriver au lycée, ce qui est dommage. Alors moi je suis un grand défenseur, je vais vous dire, des formations professionnalisantes, à condition qu'on les choisit. Celui qui veut travailler le bois, celui qui veut travailler des choses de plus créatives, tant mieux pour lui. Mais celui qu'on a mis à l'écart parce que le système scolaire n'a pas compris comment il fonctionnait ou comment il dysfonctionnait, ça c'est très dommage. Et donc c'est ceux-là qui nous intéressent. Ouais, tous les enfants m'intéressent et tous les enfants à haut potentiel m'intéressent, mais ceux-là particulièrement, et c'est là qu'on est allé frapper à la porte de nos amis chercheurs biophysiciens en disant expliquez-nous dans leur cerveau pourquoi ces gamins dont on sait qu'ils ont le même noyau commun que les autres enfants à haut potentiel, l'intelligence, la sensibilité, l'empathie, l'intuition, j'ai oublié, l'hypersensibilité à l'injustice, pourquoi il y en a qui s'en sortent pas, et c'est là que Dominique nous a apporté une réponse, et est en train de nous apporter une réponse intéressante. Alors Dominique Sapé-Marinier, racontez-nous. Des enfants au potentiel différents, des enfants homogènes, avec donc un test de QI qui est homogène dans les différentes capacités, et des enfants dont a parlé Olivier qui présentent plus de difficultés. Dans cette étude, et ça n'a jamais été étudié auparavant, il y a quelques études internationales sur les petits génies, sur les enfants à très haut potentiel, mais cette approche est tout à fait nouvelle. Là, on ne parle pas forcément d'ailleurs comme vous le dites, des petits génies. On ne parle pas de Mozart, quoi. Exactement. On parle de tous les enfants qui sont dans la population générale, chez qui on va trouver d'un QI supérieur à 130, 125, 130, mais qui se trouvent dans la population générale. Dans notre étude, donc, on a choisi de faire 4 groupes. Un groupe d'enfants à haut potentiel homogène, qu'on appelle les laminaires. Un groupe d'enfants à haut potentiel complexe, qui sont hétérogènes, qui vont avoir des troubles de l'attention, et c'est cela que Olivier reçoit en consultation en général. Et en recherche, il faut toujours comparer ce qu'on va trouver à un groupe d'enfants contrôle, standard. Et puis en même temps, comme on en parlera peut-être après, eh bien, on trouve des symptômes qui sont similaires chez les enfants avec des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, on étudie aussi un 4e groupe d'enfants avec TDAH. On va revenir sur tout ça juste après les infos. Lyon Première, Lyon Première, Lyon De retour au Novotel Confluence en compagnie d'Olivier Revol, Mireille Roger et Dominique Sapé-Marinier qui s'apprêtaient donc à nous donner les résultats de l'étude que vous avez menée. Les premiers résultats de cette étude, qui j'en profite, a été financée par la Fondation Apicil, nous montrent, ce qui est tout à fait original, donc une différence au niveau du fonctionnement cérébral entre ces groupes d'enfants à haut potentiel laminaire, homogènes, et puis des enfants complexes. Les enfants homogènes ou laminaires, c'est les enfants qui ont un haut potentiel, et quand on leur fait passer le test du QI, ils ont des indices qui sont homogènes et qui sont élevés pour les différentes capacités. Alors que les enfants complexes ont une différence de niveau entre certaines capacités et d'autres, et en particulier avec la sphère émotionnelle. Vous avez découvert que... On a fait passer des tests d'IRM fonctionnel, c'est-à-dire qu'on leur fait passer des tests cognitifs et émotionnels dans la machine, et on peut analyser donc les régions qui s'activent pendant ces tests dans l'IRM. Et on a pu voir que les enfants à haut potentiel homogènes, laminaires, justement activaient de manière plus intense
les régions qui sont recrutées pour répondre aux tests. En particulier, une région qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, qui est une région dans le cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, qui est une région extrêmement importante et qui gère les conflits. Tous les jours, cette région gère nos conflits, prend les décisions à notre place, souvent. On voit que ces enfants laminaires, donc homogènes, qui se comportent bien, et c'est ceux qui vont bien réussir, eh bien, savent maîtriser cette région et donner la bonne réponse. Alors que les enfants complexes vont être perturbés par d'autres phénomènes et vont justement ne pas répondre correctement, et ce qui explique un petit peu qu'ils aient plus de difficultés dans le système scolaire. Des enfants qui ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions. En particulier, c'est un des troubles qu'ils ont, c'est qu'ils sont perturbés par les stimulations extérieures. Ils vont avoir plus de mal à se concentrer et à focaliser leur attention sur la tâche qu'il leur a demandée. C'est eux qui se roulent dans les supermarchés ? Ils se roulent pas forcément dans les supermarchés, mais ils sont quand même aussi préoccupés par le fait qu'ils sentent qu'ils sont intelligents et qu'ils comprennent plus vite que les autres et qu'ils n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils devraient avoir. J'en ai encore vu un hier qui est dernier de sa classe alors qu'il est certainement le plus intelligent de sa classe, mais par rapport à ce qu'a démontré Dominique dans les études, eh bien, il ne peut pas utiliser ses compétences exactement comme il voudrait le faire. Et c'est ces enfants-là, au profil le plus complexe, qui sont soumis à ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'on leur a dit qu'ils étaient intelligents, mais qu'un jour, on allait découvrir que c'était pas vrai du tout. Et c'est là que la sphère affective les envahit et qui sont malheureux et peut-être maladroits dans leur capacité à essayer de trouver des stratégies pour se faire des copains, pour se faire aimer, parce que ils n'ont pas cette aisance qu'ont les enfants homogènes qui sont sûrs d'eux-mêmes, sûrs de leurs compétences, puisque leurs compétences sont correctement valorisées par le système scolaire. Mireille Roger, donc vous êtes directrice de l'école des enfants intellectuellement précoces. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir vous apporter, cette étude ? Alors, de cette étude, moi, j'avais retenu un point important, à savoir que les laminaires ont plus de facilité pour créer des liens. Et ça, c'est important. D'abord, l'étude confirme effectivement l'inégalité des précoces face aux apprentissages. Mais le fait des liens remet en cause la théorie du fonctionnement en arborescence qu'on avait l'habitude d'avancer pour les enfants précoces. Moi, j'en conclus qu'il y a un fonctionnement qui est global pour tous. L'arborescence fonctionnerait pour ceux qui créent des liens, donc pour les laminaires. Et j'appellerais plutôt un fonctionnement en archipel pour ceux qui ne créent pas ces liens, donc ceux que vous appelez complexes. Le fonctionnement en arborescence et le fonctionnement en archipel, si vous pouvez en quelques mots nous expliquer. Alors en arborescence, l'image, quand on imagine un arbre, on comprend très bien ce que ça veut dire. On a un tronc et puis des branches qui se démultiplient, mais tout est lié entre eux. C'est-à-dire que la feuille est reliée effectivement à la racine. Et d'où qu'on se situe, on peut aller rechercher un point sur cet arbre. Fonctionnement en archipel, au contraire, ce sont des petits points. Donc, ils ont effectivement accès à une multitude de choses. Ils sont sans arrêt en recherche d'informations nouvelles. Ils arrivent à augmenter ces petits points, ces petits îlots, et à les nourrir autant qu'ils le veulent. La difficulté, c'est pour faire les liens entre ces îlots. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que l'enfant passe d'une idée à une autre, c'est ça ? Il passe d'une idée à une autre. Le problème, c'est que du coup, au niveau des complexes, tels que la segmentation a été faite au départ, il ne crée pas des liens. Et ça explique pas mal de choses au niveau des apprentissages qu'on a l'habitude de relever parmi les difficultés. On dit que les enfants précoces ont du mal à apprendre ce qui ne fait pas lien. Donc du coup, effectivement, ce qui ne fait pas sens et donc pas de lien. La difficulté à expliquer un résultat, contrairement à un fonctionnement en arborescence qui permet l'accès à une déconstruction du raisonnement et qui fait qu'on peut demander à l'enfant d'expliquer d'où vient son raisonnement, parce que bien souvent chez les enfants précoces, on dit mais ils donnent le résultat et ils n'arrivent pas à expliquer. Et là, c'est une piste intéressante pour ça. Donc à mon avis, il y a une segmentation qui a été faite par Monsieur Bach au niveau des précoces. Il distingue les intuitifs et les déductifs. Et là donc, moi je fais ce rapprochement-là. On aurait en fonctionnement en archipel ceux que Monsieur Bach appelle les intuitifs, qui donnent des réponses mais qui n'arrivent pas à les expliquer. Et les fonctionnements en arborescence correspondraient à ceux qui ont des raisonnements déductifs, c'est-à-dire qui ont plusieurs pistes, qui étudient plein de choses, qui donnent plein de solutions mais qui n'arrivent pas à choisir. Mais concrètement, vous, dans votre école, comment ça se traduit et comment vous vous adressez à ces enfants justement au potentiel ? Alors tout le travail reste à faire, effectivement. Là, c'est un éclairage important. Il va falloir
leur apprendre à viser l'efficacité et puis leur apprendre, mais ça on aura besoin d'aide là-dessus, à exercer leur cerveau, à créer des liens. Aujourd'hui, ça se passe comment dans votre école actuellement ? C'est un accompagnement individualisé. Pour l'instant, on a au maximum 12 élèves par classe qui sont de différents niveaux. On a par exemple du CP au CM1 ou du CM2 à la 5e. Et ils ont chacun des plans de travail individualisés dans pratiquement toutes les matières. Donc là, au niveau de la pédagogie des matières fondamentales, l'accompagnement est individualisé. Chacun avance à son rythme. Et l'enseignant est là comme assistant et non pas comme apporteur de connaissances. Les connaissances, ils savent aller les chercher. Donc ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Simplement, l'enseignant est là pour les accompagner dans les difficultés. On a des cas complètement typiques. On en a qui n'écrivent pas. Donc l'enseignant peut être là pour entendre à l'oral et transcrire par écrit. On a des cas, par exemple, celui qui a le plus fort QI de l'école. Bon, il n'y a pas de vainqueur. Mais ce cas-là est complètement symptomatique, par exemple. Il a 3 indices supérieurs à 150, donc il est dans les homogènes. Par contre, il a des difficultés énormes au niveau des apprentissages. En français, on lui a fait redémarrer au CE1 alors qu'il est normalement en CE2 et en maths, il suit au CM1 et il serait même capable de suivre en CM2. Donc on lui fait des plans de travail complètement adaptés. À côté de ça, on a des apports qui sont des enrichissements. Ils apprennent le chinois, ils font des échecs, du théâtre. Pour les grands, on a de la philo très très tôt à partir de la 4e. Et à côté de ça, on a un accompagnement des parents. On va écouter les infos. Lyon Première, Lyon Première, Lyon Première. De retour au Novotel Confluence en compagnie de Dominique Sapé-Marinier, Mireille Roger, Olivier Revol et Cyril, papa d'un enfant au potentiel. La neuroéducation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'application des grandes découvertes faites par les neurosciences sur le fonctionnement du cerveau. Ces découvertes sont très nombreuses depuis une vingtaine d'années. Ce qui nous intéresse plus particulièrement dans notre cas des enfants à haut potentiel, c'est de comprendre leur fonctionnement pour que l'éducation nationale puisse s'adapter et prendre en compte ce fonctionnement. Donc pour cela, Olivier Revol a mis en action un certain nombre de choses depuis plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, nous travaillons directement avec les enseignants, avec les professeurs et avec le rectorat qui commence à prendre en compte cette problématique. Parmi les auditeurs qui sont venus nous rencontrer ce soir, il y a à mes côtés Jacqueline qui souhaite poser une question. Elle est elle-même grand-mère d'un enfant hyperactif. Je demandais si les parents avaient quelque chose à voir du point de vue génétique. Bien sûr que c'est en partie génétique, c'est ce qu'on appelle l'épigénèse, c'est beaucoup plus sage de dire ça. C'est-à-dire que notre enfant, il naît avec notre capital génétique et que généralement, quand on a un enfant à haut potentiel, un des deux parents l'est, voire les deux. Quand on a un enfant TDAH, c'est-à-dire avec un trouble d'attention et une hyperactivité, un des deux parents l'est, sinon les deux. Ce qui vient d'ailleurs compliquer la sauce parce que ça met une ambiance intrafamiliale comme une cocotte minute, surtout quand on sort plus parce qu'on n'ose pas sortir parce que le gamin nous met en difficulté. Bon bref, donc il y a un terrain génétique, mais il y a aussi un environnement qui est venu corriger, améliorer ou au contraire souffler sur les braises, comme le fait sur la société par exemple, sur les enfants agités. Donc pour répondre à votre question, oui, il y a un terrain génétique. Beaucoup de parents, vous le savez, c'est peut-être le cas dans votre famille, se découvrent eux-mêmes à haut potentiel ou TDAH quand on a fait le diagnostic sur leur gamin. Et c'est jamais trop tard pour faire le diagnostic parce que ça donne du sens à ce qu'on a vécu et ce qu'on a souffert auparavant et qu'on n'aimerait justement pas que notre enfant rencontre les mêmes difficultés. Donc oui, votre remarque est tout à fait pertinente. Il y a quelque chose en lien entre les parents et l'enfant et qui peut apporter aussi des solutions. Cyril. Qu'est-ce qui pourrait favoriser ou vous aider dans votre mission actuelle pour influencer l'éducation nationale pour prendre plus facilement en compte la différenciation des enfants, puisqu'en fait l'éducation nationale traite une masse est complètement dépassée face à ce genre de situation et comme ils sont dépassés, grosso modo ils reportent la faute sur les parents et les parents en fait doivent gérer cette situation, sachant que vous pouvez pas déscolariser l'enfant. À la limite, vous pourriez déscolariser l'enfant, le faire prendre en charge par quelqu'un qui serait spécialisé dans la question de manière seule ou à plusieurs, en répartissant la charge financière, mais vous n'avez pas cette possibilité. Donc en fait, vous faites subir à votre enfant tous les affres de l'éducation et vous le maintenez dans un état où en fait, je dirais, sa douleur est amplifiée par la situation. Oui, vous avez tout à fait raison, Cyril. C'est ce que j'appelle le principe de la double peine. C'est-à-dire que le gamin, il est né avec un profil particulier. Et comme me disait un autre petit garçon récemment, j'ai l'impression qu'au quotidien, à 8 ans, au quotidien, on me reproche un handicap. C'est-à-dire que j'ai un handicap
je ne peux pas rester attentif, ou j'ai du mal à travailler comme les autres, ou à apprendre comme les autres, et en plus on me le reproche, et on le reproche à mes parents. Donc ça, c'est une situation qui est intenable pour les familles. Honnêtement, je suis assez optimiste de nature, mais là, on a des raisons de l'être. Vous savez qu'il y a eu une loi en 2005, elle est récente cette loi, 2005 c'était hier, qui oblige l'éducation nationale, 1, à accueillir tous les enfants, quelles que soient leurs différences, et 2, et en particulier pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les enfants à haut potentiel, la circulaire de 2014, qui demande d'accueillir les enfants à haut potentiel comme des enfants différents, d'une part, et d'autre part, de former et d'informer les enseignants. Donc, c'est vrai que depuis plusieurs années, il y a des groupes qui se sont mis en place. Le rectorat de Lyon est en avance par rapport à ça, mais on le fait aussi dans les autres rectorats, à Paris, à Montpellier et ailleurs, où on fait des groupes de travail, mais bon, c'est un gros vaisseau, l'éducation nationale, c'est un paquebot, hein, donc pour que ça bouge, il faut un peu de temps. Mais ceci dit, il y a une prise de conscience depuis 2005 de ces enfants différents. D'ailleurs, vous voyez bien tous les aménagements qui sont proposés. L'AVS, avant on faisait ce qu'on appelait des PPS, des PPRE, maintenant on parle de PAP, projet d'accueil personnalisé. Donc ces enfants-là, y compris les enfants à haut potentiel, vont pouvoir bénéficier de rencontres entre les parents, les enseignants, l'enfant lui-même, le médecin scolaire et les rééducateurs, éventuellement, les psychologues qui s'occupent de l'enfant, pour qu'on mette en place dès le début de l'année des stratégies adaptées à ce gamin. Vous disiez quelque chose de très important tout à l'heure, Mireille, et on devrait l'appliquer de partout dans l'éducation nationale, c'est une espèce de flexibilité. C'est-à-dire que ce gamin qui a, souvent les enfants à haut potentiel écrivent mal, les garçons en particulier, eh bien il a besoin encore de faire un peu de CP pour écrire, mais de CE2 parce qu'il est pour les maths, parce qu'il est au-dessus. Donc il faut qu'on arrive à cette souplesse-là, et c'est ce que les enfants à haut potentiel vont permettre de mettre en place pour tous les enfants. Que faut-il faire et quelle attitude adopter quand on est parent vis-à-vis de ses enfants? À haut potentiel? Oui. D'abord les reconnaître très tôt. Alors quand c'est l'aîné, on ne sait pas faire parce que l'aîné il nous fabrique par an. Avant on était adulte, puis d'un seul coup on en a un qui à 2 ans nous dit je veux pas aller me coucher parce que mes rythmes sont encore les rythmes de l'été. Là j'ai pas encore, je me suis pas adapté. Donc on sait pas faire. Alors première chose, vous vous souvenez tout à l'heure on disait ce sont des enfants pas tout à fait comme les autres, mais comme les autres sont des enfants, ils ont besoin d'un cadre et de limites, ce qu'on appelle la fermeté bienveillante. Mais deuxièmement, il faut très rapidement comprendre comment ils fonctionnent, comprendre qu'ils ne le font pas exprès, et puis aller expliquer ça à l'extérieur, c'est-à-dire à l'éducation nationale. Alors, il y a une formule que j'aime bien, c'est de dire qu'on n'est pas, en tant que parents, on n'est pas les enseignants, il y a des enseignants qui sont là pour ça, ils sont mieux formés que nous, on n'est pas l'avocat de notre enfant, il n'est pas coupable, on doit être son ambassadeur, c'est-à-dire aller expliquer à l'école pourquoi notre enfant a des difficultés à rester en place, que c'est pas parce qu'il a de la mauvaise volonté, qu'il ne le fait pas exprès, et qu'il va falloir que l'éducation nationale s'adapte à lui. Comment gère-t-on une fratrie justement quand les autres n'ont pas ces capacités ou ces difficultés? C'est une super question et puis on peut l'étendre aussi à la classe. C'est-à-dire que maintenant, on doit en tant que parent, comme en tant qu'enseignant, savoir qu'ils ne sont pas tous pareils et que l'égalité à l'école, mais l'égalité dans l'éducation, c'est profondément injuste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un garçon TDAH dans la fratrie d'avoir le même comportement qu'une fille qui est une petite fille modèle, comme souvent. Et en général, quand il y a un TDAH dans la famille, il y a toujours une petite sœur qui est derrière, qui réussit tout, qui est gentille, qui marche bien, etc. Ce qui aggrave le tableau. Donc il faut que les parents, pour répondre à votre question, puissent s'adapter en expliquant au reste de la fratrie que si lui on lui permet de se lever à table, que si lui on lui permet de se balancer sur sa chaise, que si lui on fractionne le temps de travail qu'on lui demande parce qu'un enfant de TDA, même à haut potentiel, il peut pas travailler plus de 20 minutes et que lui il a le droit de se lever, d'aller grignoter, d'aller taper dans un ballon et puis de revenir, eh bien c'est parce que il est différent. Et on doit faire la même chose à l'école. Gérer des enfants qui ont des comportements et des profils différents. Les traitements chimiques, vous êtes pour? Les médicaments type Ritaline? Les traitements chimiques, quand il y en a besoin, il faut absolument leur donner. C'est-à-dire que c'est aussi grave de ne pas donner de la Ritaline à un enfant qui en a besoin et qui va passer sous une bagnole un jour parce qu'il fait pas attention en traversant la route, qui va être en échec scolaire avec ce qu'on appelle l'effet domino, c'est-à-dire que j'ai un problème neurologique, le domino, mon cortex frontal qui marche moins bien, qui fait tomber le domino réussite scolaire, qui fait tomber le domino estime de soi. Si le premier domino n'était pas tombé, et il serait pas au fond du trou. Donc celui-là, il mérite un traitement. Mais bien entendu, donner de la Ritaline systématiquement à tous les enfants qui bougent, alors qu'on se souvient que c'est un symptôme et non pas une maladie, qu'on peut
peut bouger pour d'autres raisons. Si on donne un traitement qui est un psychostimulant à un enfant qui bouge pour lutter contre la dépression ou l'anxiété, c'est aussi grave. Donc il faut d'abord faire un bon diagnostic. Comment gérer le rejet des autres vis-à-vis de son enfant? Douloureux pour le gamin, parce que l'enfant dyslexique par exemple, il est en difficulté à l'école, mais il a plein de copains quand il sort, parce qu'il est bon au sport, parce qu'il est accrocheur, parce que la dyslexie l'a aidé avec le sens de l'effort par exemple. Alors qu'un enfant qui a un déficit d'attention et qui est hyperactif, il est en difficulté de partout. Les activités extrascolaires recommandées. Le sport d'équipe, c'est bien. Il y a deux choses différentes. Les enfants hyperactifs, ils ont besoin d'un sport d'équipe pour apprendre un cadre et apprendre des limites. L'art martial, c'est bien également. Les enfants à haut potentiel, ils aiment pas les sports standards. Ils aiment pas le foot en général, ou alors ils sont gaules, parce que c'est le seul endroit où ils voient tout sur le terrain et où ils peuvent parler. Donc eux, ils sont, par contre, les enfants à haut potentiel, c'est l'escrime, c'est l'escalade, c'est le badminton. Eh bien, merci à vous quatre d'être passés par le 90 de Lyon Première. Gérald, je vous rends l'antenne et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, même punition. Bonsoir.